Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans notre nouvelle web émission Artiste-Auteur, un statut, dédié aujourd'hui à un sujet, je dirais, passionnant et en même temps mythique du droit d'auteur. J'ai nommé le droit moral. Alors le droit moral, je pense que c'est le sujet dont on parle souvent le plus juridiquement entre auteurs et autrices, souvent sans en connaître les tenants et les aboutissants. On entend des phrases du type « Mais de toute façon, tu as ton droit moral pour toi, t'inquiète pas, tu peux signer ce que tu veux, quoi qu'il arrive, il y a le droit moral ». D'un autre côté, on se retrouve souvent avec des clauses contractuelles qui nous semblent entrer en collision avec ce droit fondamental. L'idée aujourd'hui, ce soir, c'est que vous posiez toutes vos questions en direct à toute l'équipe qui est là aujourd'hui pour qu'on réponde à vos questions et qu'on rentre dans le vif du sujet, je dirais, du fossé qu'il existe parfois entre la théorie du droit et la pratique de ce qu'on peut rencontrer dans nos métiers. Alors ce soir, nous sommes en présence de Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Salut Samantha, salut tout le monde. Sébastien, pour l'ADABD, donc qu'on connaît bien puisque tu es déjà venu lors de nos vidéos live, mais tu pourras peut-être représenter brièvement au début l'ADABD. Nous sommes avec Carole. Bonsoir Carole. Bonsoir. Carole qui est avocate en propriété intellectuelle, qui connaît très bien le sujet du droit moral et ça va être vraiment intéressant d'avoir à la fois son éclairage juridique et puis des outils pour savoir que faire en cas d'infraction, je dirais, sur le sujet du droit moral. Et puis nous sommes avec l'autrice de bande dessinée Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors Nathalie, tu as un privilège dans ces vidéos live. C'est la première fois qu'on a une autrice tout le long. Donc tu vas pouvoir, on va pouvoir longuement discuter. Tu es autrice de bande dessinée. Depuis combien de temps tu exerces ton métier, Nathalie? Depuis bientôt une vingtaine d'années, en fait. Depuis, depuis 2000, depuis 2001. Ouais, youpi, 20 ans. Déjà un bon anniversaire. Ouais, et ça va être l'occasion vraiment de parler de tout ce qui a traversé ta pratique. C'est ça qui va vraiment nous interpeller pendant ce live. Mais pour démarrer, peut-être qu'on peut commencer par toi, Carole. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition succincte de ce que c'est que le droit moral pour les personnes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Effectivement, je pense qu'il est important qu'on comprenne bien, qu'on saisisse bien la notion. Donc, le droit moral, on peut un peu le définir déjà par la négative par rapport aux droits patrimoniaux. Le droit moral, donc, c'est la deuxième grande catégorie en fait des droits d'auteur. Et le droit moral, en réalité, il se subdivise en plusieurs droits moraux. Et donc, il y a 4 grandes catégories de droits moraux. Le premier, c'est le droit à la paternité. Donc, c'est le droit de chaque auteur de revendiquer l'usage de son nom et de sa qualité sur chaque exploitation de son œuvre. Mais c'est aussi, à contrario, le droit pour l'auteur d'exiger que son nom n'apparaisse pas, les œuvres anonymes ou pseudonymes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième attribut du droit moral, qui est donc particulièrement et sans doute le plus important, c'est le droit au respect à l'intégrité de l'œuvre. Le droit au respect de l'œuvre, c'est le droit pour l'auteur que l'exploitant de son œuvre, ou quiconque d'ailleurs, ne porte pas atteinte à son œuvre, c'est-à-dire la modifie, l'adapte sans son autorisation. C'est vraiment le lien entre l'œuvre et la personnalité de l'auteur. Chaque auteur met de sa personnalité dans une œuvre, donc on ne peut pas accepter qu'on décide de modifier, qu'on enlève des éléments, qu'on en ajoute, qu'on modifie des personnages, etc. Donc c'est vraiment le garant de l'intégrité de l'œuvre en elle-même. Troisièmement, il y a le droit de divulgation. Donc, on le rencontre un petit peu moins souvent en pratique, mais il est quand même primordial puisque c'est le droit pour chaque auteur de décider si son œuvre est prête à être divulguée, donc s'il veut la divulguer, puis les conditions aussi de cette divulgation. À quel moment on ne peut pas finalement imposer à un auteur de dire si maintenant elle est prête, on la divulgue, tout le monde peut la voir. Non, c'est vraiment c'est finalement la première prérogative de l'auteur, donc de choisir quand et comment et si même il veut la divulguer. On peut imaginer maintenant qu'il y a certaines œuvres qu'on ne veut pas divulguer. Et donc ça, c'est le droit le plus strict de l'auteur. Et le quatrième attribut, c'est le droit de retrait
ou de repentir. Donc celui-là, il vient, j'allais dire, beaucoup plus rare en pratique. Hein. C'est un droit qu'on rencontre plus théoriquement. En fait, c'est le droit pour un auteur, finalement, de se dire, non, je ne suis plus satisfait de mon œuvre, je veux la retirer, je ne veux plus qu'elle soit exploitée. Donc évidemment, si l'œuvre, par exemple, est éditée, et qu'un éditeur donc a déjà fabriqué les exemplaires, évidemment, il y a une contrepartie, et donc cela explique que ça va être compliqué à mettre en œuvre, mais ça montre aussi toute l'ampleur des prérogatives droit moral, l'importance, puisqu'on permet même à un auteur, même s'il est déjà édité, d'aller retirer ses œuvres. Donc voilà, c'est les 4 attributs du droit moral. Et je pense que pour la définition, c'est tout de suite important de comprendre vraiment leur importance par les caractères de ce droit moral qui sont imprescriptibles, perpétuels et inaliénables. Et donc, Samantha, tu as déjà pu un peu le dire, dans les contrats d'édition, effectivement, des fois on voit des clauses, on dit pourtant je croyais qu'il était inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le céder et je ne comprends pas, j'ai l'impression que cette clause, je suis déjà en train de le céder. Donc, effectivement, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, le droit moral est inaliénable, on ne peut pas le céder, il est perpétuel, c'est-à-dire que c'est pas parce que pendant X années je ne l'ai pas exercé que je vais le perdre, et il est imprescriptible, donc il ne se prescrit pas. Voilà. Et oui, pour ces explications. Vas-y, pardon, tu voulais ajouter? Oui, ma langue a un peu vrillé. Perpétuel, ça veut dire qu'il ne s'éteint jamais. Il ne s'éteint pas. Il n'a pas une durée limitée dans le temps. Il ne s'éteint jamais, même au décès de l'auteur. Donc et même 70 ans après son décès, il ne s'éteint jamais tant qu'il y a des héritiers pour le faire vivre et pour le faire respecter. Eh bien, ce droit continue. Voilà, donc, perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Alors dans la théorie, c'est très séduisant parce qu'on a vraiment la sensation d'être extrêmement protégé par l'envergure du droit moral. Le droit moral, c'est une spécificité française, mais contrairement aux idées reçues, les autres pays ne sont pas dénués d'une forme de droit moral. On voit la Convention de Berne, il y a des évolutions juridiques, même au niveau du copyright, qui protègent désormais aussi les auteurs et autrices sur, je dirais, ce lien. Je crois que la caractéristique du droit moral, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment créer la jonction entre la personne et l'œuvre et faire en sorte qu'il y ait une continuité et que l'œuvre provient du travail créatif d'un individu, personne X qui est là et avec laquelle il y aura toujours un lien qui va continuer. Mais dans la pratique, je pense qu'on a, Nathalie et moi, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est vrai qu'on n'a pas souvent la sensation d'être face à ce droit d'envergure. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne fait pas appel à des avocats en permanence, ce qui est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de travail pour les avocats au demeurant dans le monde de l'édition, ça c'est certain. Mais si on parle d'un exemple, par exemple les couvertures, moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que très souvent on entend « ouais mais j'ai mon droit moral, mais l'éditeur ne peut pas tout faire, etc. » Et c'est vrai que la couverture c'est particulier parce qu'on est un peu à la jonction entre l'œuvre en tant que telle, la commercialisation et les enjeux qui vont avec. Toi Nathalie, dans la pratique, quel sentiment de contrôle tu as eu l'impression d'avoir durant ta carrière sur par exemple les couvertures? Alors, en fait, ça dépend un petit peu des éditeurs et en un sens, ça a dépendu aussi de l'âge que j'ai en fait, de ma carrière. C'est-à-dire qu'au début, pas du tout. Et à la limite, quand on est un tout jeune auteur, on est extrêmement content d'entendre tout ce qui semble être des conseils qu'on vous donne. Et ça m'a pris du temps en fait pour m'approprier également cette partie commerciale en fait de l'œuvre, ce visage commercial. La couverture, c'est vraiment la fenêtre de l'œuvre en fait. C'est ce qui permettra aux gens de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et d'avoir envie ou non d'y rentrer. Et c'est-à-dire en fait, ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'on veut leur montrer pour leur donner envie de rentrer. Il faut que ce soit à la fois commercial et en même temps que ce soit pas trompeur. Il faut que ce soit vraiment le truc dont on sait que ça peut déclencher une connivence avec un potentiel acheteur. Donc c'est là que quelque part le travail d'un éditeur, s'il est bien fait, c'est super important parce que l'auteur n'étant pas forcément le meilleur lecteur de son œuvre, c'est pas forcément lui qui saura là où c'est le plus universel.
donc ça peut être important. Mais d'un autre côté, il y a ce truc chez l'auteur que lui sait ce qu'il a eu envie de dire dans ce bouquin et il sait où est-ce qu'il a envie de créer un lien avec ce potentiel lecteur. Et c'est quelque chose de très très subtil en fait. C'est vraiment là que se place, fait partie des endroits où la relation auteur-éditeur elle est super importante et en même temps, ouais, faut faire très attention. Donc moi, je sais qu'il m'est arrivé une affaire un peu triste, je vais la raconter. Ça semble assez anodin, c'est-à-dire que pour un livre à moi que j'avais mis 3 ans à faire et que je continue à aimer énormément, dont j'avais pour la première fois de ma vie écrit à la main le titre avec un pinceau, avec des plumes, enfin j'avais pris toute... une calligraphie particulière que tu avais créée. Avec une calligraphie particulière et bien personnelle, vraiment je m'étais investie à fond, alors que d'habitude je m'investissais dans la couverture, le choix de la typo et tout ça, mais pas à ce point-là. Parce que là, vraiment, ce livre-là s'appelait de cette façon-là depuis qu'il était né. C'est comme un enfant, un bouquin quand même un peu. Et en fait, une fois qu'il est parti à l'impression, mon éditrice m'a appelé 10 minutes plus tard pour me dire bon alors je sais que c'est terrible et que tu vas pas bien le prendre, et elle-même elle était tout à fait désolée, c'est pas elle qui avait pris la décision, mais il se trouve que dans la journée qui avait précédé son impression, le bouquin avait changé de titre et qu'on avait récupéré, découpé en petits morceaux la typo que j'avais moi-même écrit à la main soigneusement pour rebricoler un nouveau titre. Mais attends, tu parles du titre de ta BD ou j'étais le titre de l'album. Oui, le titre de l'album. Et on lui avait remis un nouveau titre. Donc là, on a changé le titre de ton livre au dernier moment. C'est ça, on a changé le nom de mon bébé. Et pour un titre, ça va, ça aurait pu être bien pire, mais c'est le titre. Non, mais un titre, ça va. Pas choisi celui-là. Non, oui. J'ai de relativiser. Oui. C'est ça aussi le Valium. Mais non, enfin, j'exagère. Ça fait plusieurs années maintenant, c'est un petit peu passé. Sur le moment, j'ai trouvé ça assez terrible. Et en même temps, en fait, je crois que j'étais assez choquée par ce que me disait l'éditrice. Ça m'a pris du temps pour que ça devienne vraiment beaucoup de tristesse et de la rage surtout. C'est mon livre. Et puis oui, j'avais pris le soin le titre était très littéraire comme le reste de mon bouquin. Mais j'imagine qu'il avait été validé pour l'écrire. Oui, tout avait été validé en amont. Enfin, on ne change pas un titre sûr. Comme ça. Bien sûr. Non, il s'était toujours appelé comme ça. Et alors évidemment, le gag, c'est que c'est un bouquin, donc je ne vais pas forcément donner le nom du bouquin, mais le gag, c'est que c'est la première fois de ma vie aussi que je réécrivais le titre à l'intérieur du bouquin sur la première page. Donc voilà, j'ai un livre qui a la spécificité d'avoir un titre sur sa couverture et un titre sur la première page, parce qu'ils ne l'ont pas changé sur la première page. Donc ça, c'est assez comique. Est-ce que c'est le bouquin... Ah pardon, tu veux terminer ton histoire, excuse-moi. Il n'y a pas plus à dire, mais c'est extrêmement... il est difficile d'expliquer en fait à quel point c'est de la dépossession en fait. C'est vrai qu'on aurait pu en discuter, mais arrivé d'en discuter avec des éditeurs. On m'a rarement fait changer un titre, jamais d'ailleurs je crois. Peut-être qu'ils se sont doutés que je serais un peu dur à cuire s'il fallait passer par la négociation et que ça allait être long. Il n'empêche que là ça a été clairement fait dans mon dos en fait. Vraiment il n'y a eu aucune négociation. À aucun moment on m'a dit le titre est un peu coutil que ça. Et donc ça a été fait vraiment, ça a été décidé en interne juste avant sa publication et j'étais mise devant le fait accompli et puis j'ai reçu mes bouquins avec ce titre que je trouve un peu bof et voilà. Est-ce que Sébastien, côté ADABD, tu peux réagir du coup à l'histoire de Nathalie, parce que c'est quand même une histoire assez choquante, et je pense qu'il n'est pas si exceptionnel que ça. Non, je pense que c'est quoi. En l'occurrence, ce cas-là, je le connais un petit peu. On a un petit peu parlé, forcément. Après, Nathalie, et Samantha, on ne nous en a pas présenté tant que ça, des cas concrets. Je pense que beaucoup d'auteurs n'osent pas le dire, en fait, aussi. Oui. Peut-être. Ce qui est un vrai problème, du coup, parce que c'est un droit qu'on a dans les mains, le droit moral, pour le coup, là, en ce cas-là, parce que c'est une vraie atteinte au droit moral. Je pense que Carole pourra rebondir sur cette question. Oui, je confirme. Là, il y a une vraie atteinte. Oui. Après, il se trouve que le titre, je vais repartir plutôt de la question de la couverture au départ. Le choix de la couverture est souvent une prérogative de l'éditeur quand même, aussi de par le contrat d'édition qu'on va signer. Oui, les contrats souvent mentionnent cette prérogative. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est une clause qu'on a tendance à ne pas regarder la plupart du temps, à ne pas négocier. La plupart des auteurs laissent faire ça. Puis l'éditeur ne lâcherait pas forcément non plus dans un souci d'incorporation dans une collection.
Pour Nathalie, là, ça a pu amener à une... alors, je ne sais pas si je peux prendre le terme de catastrophe, mais si, quand même, parce que pour le coup, effectivement, il y a un changement de la couverture, de l'aspect de lui-même, du coup, de ta proposition de couverture, et alors en plus de la typographie que tu avais utilisée pour le titre, en plus de la question du titre. En fait, c'est... Carole, vous me direz peut-être le contraire, je ne sais pas, mais pour moi, il y a plusieurs œuvres, là. Il y a l'œuvre elle-même, la bande dessinée. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est ce que j'avais effectivement. Une œuvre en soi. Il y a peut-être plusieurs atteintes au droit moral. Il faut voir, là, je ne sais pas, effectivement, est-ce qu'il faut dissocier les deux? Est-ce que c'est En tout cas, une création graphique en lettrage, c'est du graphisme en fait. Donc c'est du dessin au même titre. C'est comme s'ils avaient rajouté des moustaches sur mon personnage. Enfin, je grossis le trait, mais il y a un petit peu de ça parce que la typo, surtout ce genre-là de typo, en fait, bah oui, elle était incorporée elle n'était pas incorporée au dessin, c'était aussi du Photoshop. Donc, enfin, je l'avais scanné, quoi. Mais donc, on n'a pas découpé mon dessin. Mais bien sûr, c'est un dessin voilà, au même titre que la tête du personnage, en fait. Donc, ça ne se fait pas. Bah, cette question de découper un dessin, tu as raison de la poser aussi, parce que du coup, ça arrive souvent que des auteurs font des essais pour les couvertures, proposent, et qu'un graphiste maison vient retravailler, faire sa contre-proposition à partir du dessin, en retravaillant complètement. Donc là, une atteinte totale au droit moral, effectivement, de l'auteur, à l'intégrité de l'œuvre proposée, le dessin pour la couverture, l'illustration pour la couverture, quand ils ne vont pas, certains éditeurs, extraire carrément une case, un extrait de case à l'intérieur du livre. Alors parfois à raison, parce qu'il peut y avoir un vrai sens esthétique, artistique aussi, et une vraie cohérence. C'est un peu ce que tu disais, Nathalie, tout à l'heure. Pour mettre en avant le livre, l'auteur n'est pas toujours le mieux placé pour donner tu as parlé, je crois que tu as employé le terme de visage commercial. Oui, c'est ça. On n'est pas le lecteur, en fait, on n'est pas l'acheteur. Donc du coup, ça peut avoir du sens que ça soit l'éditeur qui le fasse. Souvent, ça peut être un graphiste interne qui peut avoir des goûts plus ou moins assurés. Mais en fait, ce qui me frappe dans tout ça, c'est la notion de consentement aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'étais en train d'y penser, c'est clairement c'est quand même, enfin, tout se discute, on le sait professionnellement, mais là, on est vraiment. Alors, je vais faire une petite pause avant de passer la parole à Carole qui va nous rebondir sur ce cas-là, parce qu'on va rentrer dans notre vidéo explicative simplement. Mais je trouve que le cas que tu nous as donné, ce cas pratique, Nathalie, est vraiment. Nous montre bien déjà normalement l'étendue du droit, les infractions courantes, et puis l'impact psychologique aussi, parce que c'est pas rien quand on a passé 1, 2, 3 ans sur une œuvre, qu'on attend le moment de sa sortie, de se retrouver, comme tu le dis, dépossédé de cette façon. Mais avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, on va passer à Dessine-moi un statut pour avoir une version illustrée, explicative de ce qu'est le droit moral, pour vraiment en comprendre bien toute l'étendue. C'est parti, Émilie. Le droit moral, c'est quoi? Les droits de l'auteur se composent de deux formes de prérogatives, le droit moral d'un côté et les droits patrimoniaux de l'autre. Le droit moral fait du droit d'auteur à la française l'un des dispositifs juridiques les plus singuliers au niveau international. Contrairement aux droits patrimoniaux qui sont limités dans le temps à 70 ans après la mort, le droit moral est perpétuel et va au-delà de la vie des auteurs et des autrices, il ne s'éteint pas à leur mort et sera exercé ensuite par leurs héritiers. Il ne peut faire l'objet d'aucune cession, d'aucune renonciation de la part des auteurs et autrices. Et pourtant, en pratique, ces derniers signent très fréquemment des contrats dont les clauses portent atteinte au droit moral. Par exemple, lorsque l'auteur consent par avance toutes les modifications qui pourraient être apportées par l'exploitant de l'œuvre. Il s'agit d'une forme de renoncement à l'exercice de son droit moral, ce qui est tout simplement impossible. Ces clauses sont donc nulles juridiquement. Le droit moral compte 4 attributs. Le premier est prévu à l'article L121.1 du Code de la propriété intellectuelle. Il s'agit du droit au respect de l'œuvre. Il vous permet de vous opposer à toute modification susceptible de dénaturer votre œuvre ou de porter atteinte à son esprit. Ce devoir de respect de l'œuvre s'impose aux cessionnaires des droits d'exploitation, par exemple votre éditeur, et plus généralement à toutes les personnes qui seront en lien avec votre œuvre. Par exemple, la réédition d'une œuvre ou une mise à jour sans votre autorisation sont constitutives d'atteintes graves au droit moral. Selon le même article, le second attribut du droit moral est le droit à la paternité qui vous permet de vérifier que le lien qui vous unit à votre œuvre est continuellement respecté. D'un côté, ce droit vous permet d'exiger que votre nom, prénom et qualité soient apposés sur chaque exemplaire de l'œuvre.
De l'autre côté, cela vous permet aussi de diffuser l'œuvre de manière anonyme ou sous un pseudonyme et d'exiger qu'on respecte votre anonymat. D'après l'article L121.3 du Code de la propriété intellectuelle, le troisième attribut du droit moral est le droit de divulgation. C'est le droit de porter l'œuvre à la connaissance du public. Vous seul pouvez décider de divulguer votre œuvre. Un tiers ne peut montrer les œuvres d'un auteur tant que celui-ci n'a pas décidé de la divulguer. Enfin, prévu par l'article L121.4, le quatrième attribut est le droit de retrait ou de repentir. Il vous permet, même postérieurement à la publication de votre œuvre, de rompre le contrat d'exploitation dans lequel vous avez déjà cédé vos droits patrimoniaux. Il faut toutefois savoir qu'il peut être exercé à condition d'indemniser les préjudices économiques subis par le diffuseur. Rappelons enfin que toute atteinte au droit moral est sanctionnée pénalement par une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, à laquelle pourra s'ajouter une sanction civile consistant en une réparation du préjudice subi par le versement de dommages et intérêts. C'était Dessine-moi un statut. Alors on le voit bien. On a d'un côté les droits patrimoniaux et de l'autre ce droit moral qui crée ce lien très très fort entre l'auteur et son œuvre. Dans le cas qu'on vient d'entendre, Carole, est-ce que tu pourrais revenir sur, je dirais, la mésaventure, pour en parler comme ça, de Nathalie et nous en faire une analyse juridique? Est-ce que l'éditeur était dans son bon droit ou non? Oui, effectivement, quand j'entends cette mésaventure, je vois de multiples atteintes au droit moral. Et effectivement, il était souligné que du fait de la calligraphie particulière, il y a effectivement une atteinte à l'œuvre graphique que constitue le titre, mais le titre en tant que tel peut aussi être considéré comme une œuvre littéraire. On sait que le droit d'auteur peut se loger même dans un petit ensemble de mots. D'ailleurs, c'est le seul article du Code de la propriété intellectuelle qui vient nous dire la condition de la protection qui est l'originalité. Elle le dit spécialement pour les titres. Donc voilà, au-delà de l'aspect graphique, l'œuvre littéraire que constitue le titre s'est aussi trouvée atteinte donc, par ce changement. Et puis aussi finalement l'œuvre, donc là l'album dans son intégralité, puisque le titre était un bout finalement de cette œuvre, donc on voit une multiple atteinte à ce droit. Et donc pour moi il y a effectivement une atteinte au droit au respect de l'œuvre en tant que telle, dans sa globalité, l'œuvre littéraire et l'œuvre graphique que constitue le titre en tant que tel. Et puis aussi pourquoi pas, je pense, une atteinte au droit de divulgation dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque comme on le disait, c'est le droit pour l'auteur de choisir de quelle manière l'œuvre va être portée à la connaissance du public. Et est-ce que précisément le titre, c'est pas la première chose que va voir le public? Donc modifier le titre, c'est quand même, pourquoi pas aussi une atteinte au droit de divulgation. Donc multiples atteintes, comme vous le disiez, souvent, on voit dans les contrats d'édition les éditeurs qui se donnent des prérogatives plus larges sur la couverture. Pourquoi pas, effectivement, on peut, alors à nouveau, le droit moral n'est pas, on ne va pas pouvoir le céder, l'aliéner, mais rien n'empêche effectivement de discuter et on peut toujours accepter des modifications a posteriori, une fois qu'elles ont été faites. Mais faire passer en force des modifications sans qu'elles aient été validées en avance, ça, non, c'est pas possible. Donc, oui, clairement, il y a une atteinte. Et puis, une atteinte peut-être même au droit du contrat, puisque au-delà du droit d'auteur, il y a aussi le contrat et le droit contractuel. Et est-ce que le contrat ne prévoyait pas effectivement une discussion sur ces éléments? Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que on voit de plus en plus dans les contrats d'édition, on a toujours le titre et la prérogative de l'éditeur. Ça arrive, on peut le voir, la couverture, etc. J'ai déjà vu ça. En revanche, on peut aussi négocier dans ces contrats des clauses qui font que, en gros, rien ne peut paraître avant validation à l'inverse de l'auteur. Enfin, moi, c'est des choses qu'on recommande. Et puis, moi, je peux le dire, c'est le genre de choses que je mets en place dans mes contrats. J'ose en parler. Bien sûr. Vraiment de mettre en place, en fait, la demande de validation pour la couverture, pour le titre définitif, de même qu'on peut le demander pour d'autres sujets, comme les cessions à des tiers sur lesquels parfois notre marge de manœuvre peut être un peu complexe, pour garder en fait une forme de contrôle sur ces sujets. Moi, j'ai le cas, par exemple, d'un de mes romans qui est paru en Allemagne avec une traduction. Le titre a été changé, des noms de personnages ont été changés.
sans qu'on m'en demande mon avis. Voilà, cas concret. Voilà, je vous soumets un nouveau cas concret. Ça m'est arrivé pour un de mes romans. Traduction en allemand. Vous découvrez, vous ne parlez pas très bien allemand, mais du coup, vous commencez, que le titre est changé et puis qu'il y a des modifications qui ont été apportées dans la traduction sur des noms de personnages, sûrement pour des soucis, je dirais, d'adaptation au public étranger. Mais alors, dans ce cas-là, qu'en est-il du droit moral quand on est dans le cas d'une traduction ? Je vous pose une colle. À moi Non, mais à vous tous. Allez. Effectivement, même dans le cadre d'une traduction, on doit respecter le droit moral de l'auteur. Alors, il faut quand même reconnaître que quand on cède des droits à un exploitant, que ce soit un éditeur ou de manière générale, il y a une marge de tolérance pour qu'on laisse à celui qui exploite, on va dire une certaine marge de manœuvre pour pouvoir effectivement l'exploiter. Et donc, certaines adaptations mineures peuvent être tolérées pour lui permettre tout simplement d'exploiter. Mais évidemment, et c'est là en fait où va se loger l'appréciation subjective. Par exemple, un prénom, on peut penser qu'effectivement, c'est pas, par exemple, le prénom français n'est pas du tout, en tout cas, ne correspond pas peut-être au même niveau, je sais pas, socio-culturel d'un autre pays. Donc, il convient de l'adapter pour justement garder l'esprit de l'œuvre. Mais donc, on pourrait considérer que dans ces cas-là, il n'y a pas d'atteinte. Par contre, au contraire, donner un prénom qui ne correspond pas, qui jure, là, pourrait y avoir atteinte au droit moral. Donc, c'est vraiment une appréciation au cas par cas, en fait. Mais bon, c'est vrai que de manière générale, là, on va dire, j'allais dire même le bon sens veut qu'on en discute avec l'auteur, puisqu'à nouveau, plusieurs fois, ça a déjà été dit, l'œuvre, c'est un bout de l'auteur. C'est comme ça d'ailleurs que ça s'apprécie en droit d'auteur, c'est l'empreinte de sa personnalité. Donc qui quand même est mieux placé que l'auteur pour pouvoir se pencher sur la question de la traduction et s'il y a effectivement des hésitations et des points un petit peu particuliers. Et puis le nom des personnages comme le titre, c'est à nouveau très très important puisque ça va marquer. Et c'est vrai que pour connaître le système des agents à l'étranger, dans les clauses contractuelles, très souvent, les éditeurs, quand ils achètent des droits étrangers, doivent rendre des comptes aux agents étrangers de manière assez forte. Ils doivent rendre des comptes, faire valider le titre, la couverture. À l'inverse, quand on est un auteur français, c'est assez rare qu'on soit dans une situation dans laquelle on nous mette... c'est paradoxal parce qu'on se dit, normalement, on a un droit de morale qui est beaucoup plus protecteur. C'est vraiment là, on est dans le paradoxe de la pratique. Où, je pense sincèrement que pour la plupart d'entre nous, déjà, sur l'étranger, on a des cessions de droits pour lesquelles desquelles on n'est pas au courant. Je veux dire, les statistiques là-dessus sont quand même assez démentielles. Je ne vais pas vous dire de bêtises, il faudra retrouver exactement les chiffres, mais je crois que c'est 40% des auteurs et autrices qui n'ont pas été tenus au courant de cessions de droits à l'étranger et donc de l'argent qui leur revient, ce qui est quand même assez énorme en conséquence, parce qu'il y a quand même de l'argent qui passe. Mais en plus de ça, ça veut dire que c'est assez courant de découvrir soudain, j'en sais rien, sur un site marchand, tiens, il y a mon nom qui est sorti en Google Alert, je regarde et puis je vois une couverture, un autre titre à l'étranger, etc. Concrètement, Nathalie, quand ça t'est arrivé, est-ce que tu as réfléchi à saisir l'outil du droit ou est-ce que de toute façon tu te sentais trop paralysée ? C'est une bonne question. Mon premier réflexe, c'était... je crois qu'en fait, quelque part, mon premier réflexe, c'est vraiment un truc d'auteur, en fait, c'est de se dire, ça devait pas être assez bien. Ça devait pas... En fait, c'était quelque part de remettre en question ce qui était mon choix, en fait, littéraire. Ce titre avait un côté littéraire, il était quand même très personnel. Et j'ai réagi comme font les auteurs quand il leur arrive un truc dans ce genre-là, c'est qu'avant la colère, on commence d'abord par douter de la validité de ses propres choix et finalement de ce qui, en plus, est l'intérêt de notre œuvre, en fait, notre qualité artistique. Et donc, ça m'a pris un petit moment pour que ça soit plus étouffé par la colère, l'agacement, et puis on navigue souvent dans ce genre de troubles, en fait. En tant qu'auteur, on est quand même souvent infantilisé sur un tas de choses, on n'est pas toujours très au fait de nos droits, mais surtout, on est toujours les premiers à bien vouloir douter, en fait, de la validité de nos choix ou des choses qu'on veut pour notre œuvre. On est dans l'idée que l'éditeur étant la fenêtre commerciale de notre travail, c'est lui qui sait mieux.
Alors, en fait, je crois que c'est ça. Ma première réaction, c'était celle-là de me dire, ah bon, ils doivent avoir raison. Et bon, assez vite, ça c'est, je suis passée à autre chose. Donc non, à aucun moment j'ai pensé faire intervenir quelque chose de plus juridique, enfin me tourner vers ça. Je travaille plus avec cet éditeur. Bon, puis après, il y a c'est eu souvent le cas, en fait. autre chose. Oui, c'est ça. Ça ressemble à une histoire d'amour un peu déçue, quoi. C'est bon, tu m'as fait un coup dans ce genre-là, non. Alors, et ce qui est plus sain, en fait, quelque part. Je pense que si l'atteinte avait été plus grave, parce qu'il y avait quand même moyen de faire plus grave, je pense que là, oui, j'aurais sans doute pensé à donner une suite juridique à la chose, mais là, sur le moment, non, c'était un peu trop. Et puis, il faut savoir aussi, pour les gens qui ne sont pas auteurs, que quand on termine un bouquin, on a encore avec lui un lien, on est en plein baby blues en général, on a encore avec lui un lien très fort, et on ne supporte pas, évidemment, qu'il soit touché, qu'il lui arrive quoi que ce soit. On est un peu fragile psychologiquement, parce que, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que mes livres, ça me prend beaucoup de temps. Et quelque part, on n'a pas forcément non plus toujours les idées claires. Voilà. Mais je sais que je suis restée dans une espèce de bouillasse pendant un petit moment avant de savoir vraiment que penser de ce qui m'est arrivé. Avant de me rendre compte clairement, j'étais dépossédée de quelque chose qui était ma littérature, qui est un bout de mon œuvre, quelque chose d'important. Donc maintenant j'ai un avis beaucoup plus franc et plus tranché sur la question. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, non, je me suis dit, peut-être qu'ils avaient raison. C'est terrible. Tout à l'heure, tu parlais du mot consentement. On ne va pas se lancer dans des... on va commencer à faire des rapports avec ça, mais il y a un peu de ça quand même dans ce truc. Peut-être qu'ils avaient raison. C'est terrible. Je pense que, sans faire de comparaison maladroite ou quoi, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant structurellement, je dirais, dans ce qui se passe, c'est que quelque part, aujourd'hui, dans le monde de l'édition, on est dans un décalage entre le droit et puis la pratique. Et dans les faits, je dirais que ces atteintes au droit sont très courantes et on ne se défend pas quelque part. C'est-à-dire que on a peur, en fait, aussi d'actionner l'outil juridique. C'est qu'on a intériorisé, comme tu le dis, c'est peut-être de ma faute, en fait, ou alors, de toute façon, c'est quand même pas mon métier de vendre, donc il doit peut-être avoir raison. Et en fait, à la limite, on va dire, peu importe. C'est même pas tant le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une création, qu'il y a des engagements qu'avait cette maison d'édition et que ces engagements n'ont d'ailleurs pas été tenus. Donc, je trouve qu'il y a à la fois l'atteinte au droit moral, mais il y a en plus de ça, je dirais, ce qui est de l'ordre, disons, de la bonne relation professionnelle, de ce qui est validé et voilà, de ce qui doit continuer en ce sens. Et je pense qu'il y a vraiment à la fois ce qu'on a intériorisé ou on n'ose pas, et puis saisir l'outil du droit. Moi, la première limite que je vois, moi je suis 100% pour, je pense qu'il faut actionner ce levier, mais je pense que tout dépend de la situation dans laquelle on est. Il est très difficile dans des situations de fragilité, quand on a nos revenus qui dépendent de maisons d'édition, d'aller actionner ce levier-là parce qu'on a peur de plus travailler, on a peur d'être blacklisté, d'être la personne pénible, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on fait ce live ce soir, c'est nous connaître nos droits. Ça fait partie des fondamentaux aujourd'hui. Il faut qu'on soit toutes et tous capables dans notre profession de dire non mais ça en fait c'est une atteinte, on peut en discuter mais ce n'est pas normal déjà, et au-delà même des impacts je dirais psychologiques qui je pense sont réels, parce que quand on a vraiment passé 1, 2, 3 ans à créer, c'est très difficile comme tu dis d'expliquer ce que ça nous fait, mais c'est vraiment on a la sensation et d'être dépossédé et puis une forme de mépris. Enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... voilà. Et ça, je crois que de plus en plus, il faut qu'on soit en capacité de, sans pour autant attaquer en justice ou quoi, mais de faire des rappels parfois un peu fermes juridiquement sur ces droits-là. Carole, toi, de ton point de vue d'avocate, de ce que tu découvres aussi de cet univers par ailleurs, parce que j'imagine que tu as des cas, tu suis pas mal de choses. Est-ce que tu trouves que l'aspect psychologique est aussi quelque chose d'important dans l'utilisation du droit, c'est-à-dire ce moment où on se sent en capacité d'actionner son droit? Complètement. Et justement, je prenais des petites notes pour effectivement intervenir, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans ce que j'ai entendu. C'est que d'une part, on ne pensait pas intervenir ou dire quoi que ce soit parce que on se dit qu'on n'a pas raison, et puis on ne connaît pas forcément le droit, et puis on se sent vulnérable parce qu'on se dit si je dis le moindre mot, je ne vais pas être payé, le livre ne va pas sortir. Donc il y a un côté auteur, puis le côté éditeur, lui,
Par contre, lui, il s'est pas posé de questions. Il a même pas envisagé que peut-être on lui dirait non. Le changement, limite, était déjà fait. Or qu'en réalité, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pas forcément d'être tout de suite dans l'agressivité, l'un de dire bah non mais de toute façon ça va forcément être comme ça parce que je suis le plus fort, c'est moi qui te nourris, puis l'autre de dire non de toute façon j'ai mon droit moral, c'est moi qui est le plus fort. En fait le tout c'est de discuter et on voit que souvent ça manque juste de discussion. Et de se dire voilà ok bon pourquoi pas changer, le mien était peut-être pas l'idéal commercialement, qu'est-ce que tu proposes, ah oui moi j'aime pas trop, et ça se trouve eh ben, on serait arrivé à un titre qui serait convenu à tout le monde. Et souvent, c'est ce qu'on voit, c'est une frustration, en fait, quand même, des auteurs qui, justement, pensent pas pouvoir dire la moindre chose. Or qu'en fait, et moi j'incite, mais dans tout domaine, en fait, à discuter. En fait, il faut discuter. Alors, des fois, voilà, on nous claque la porte, on nous dit, alors là, c'est le moment, on va dire, de cranter, de dire, attention, j'ai quand même un droit moral. Mais on se rend compte que dans beaucoup de cas, ok, discutons. Alors des fois, c'est pas forcément évident. Des fois, ça peut bien aboutir. Des fois, ça aboutit pas. Mais moi, c'est quand même un grand conseil que je donnerais. Le droit est un outil, mais n'oublions pas tout simplement de parler, d'échanger, de discuter. Vous avez parlé, et c'est évidemment, on le sait avec l'éditeur, c'est un lien de confiance, et il faut pas garder comme ça des choses, parce que ça en vient finalement, bah oui, on va plus travailler ensemble parce que j'ai eu un coup dans le dos. C'est clair qu'il y a eu un coup dans le dos, mais peut-être qu'on aurait pu parler. Et moi, j'incite vraiment dans les contrats d'édition à mettre ce maximum en fait de mécanismes qui pourraient donc ne même pas être mis en fait dans le contrat, mais ça permet de forcer, on lit le contrat et dire ah bah oui mais on dit que dans ces cas-là je peux peut-être discuter et d'ouvrir le maximum, voilà, négocier. Je crois pas moi je crois évidemment au droit, mais la justice est malheureusement souvent décevante, ça coûte cher, c'est coûteux, donc se dire non mais c'est pas grave, j'ai mon droit moral, s'il faut j'irai devant un juge. Bon, c'est pas le plus je pense que ça va coûter cher, c'est aléatoire, alors que bon voilà, discuter au moins je veux dire voilà, c'est le début quoi. Donc je dirais que la hyper important là-dessus par rapport à la discussion, c'est que c'est vrai que par les pratiques contractuelles et puis plus généralement l'évolution du marché, ces temps de discussion sont de moins en moins fréquents, puisque de fait, c'est vrai qu'il y a 20, 30 ans, on était dans des relations éditoriales différentes, ne serait-ce que la masse salariale des maisons d'édition. Je veux dire, discuter, il faut aussi le temps de cette discussion. Moi, j'ai la sensation que très souvent, c'est le rush. Voilà, les documents sont envoyés. Parfois, c'est vraiment pas de la mauvaise intention. Parfois, je pense que c'est vraiment des problèmes de processus internes. Voilà. Mais je vais vous présenter un petit cas pratique du coup qui m'est arrivé. Voilà. Moi, je me suis retrouvée dans un cas où j'étais à peu près à ma 17e version, je pense, d'un manuscrit, donc vraiment un roman, de longs mois de discussion avec une éditrice en interne, etc. De longs mois de discussion avec un maquettiste, parce que c'était un roman qui comprenait beaucoup de mise en page graphique pour mettre en exergue des discussions instantanées, des effets un peu voilà, pour mimer le digital sur le livre. Et puis, on ne me fait pas signer le BAT. Et le livre part à l'impression. Et en fait, le fichier qui a été envoyé était la V2 ou 3 et non pas la version 17. Et le boulot fait à l'arrache fait qu'il y a énormément d'erreurs, y compris dans la mise en page. C'est-à-dire qu'en fait, toute la mise en page graphique déconne. Et donc, en fait, on se retrouve avec des conversations instantanées qui deviennent mêlées au texte de la narration. Bon. Le tout tiré à un certain nombre d'exemplaires, voilà. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est du droit moral quand on se retrouve, je dirais, par une erreur de fabrication avec vraiment son œuvre écrite qui devient complètement métamorphosée comme ça et qui, en plus, je dirais, pas la version définitive sur laquelle vous avez travaillé pendant des mois? Pour moi, que ça soit intentionnel ou par négligence, imprudence, l'atteinte reste la même, quoi. Ce qui constituait pour l'auteur l'œuvre, son essence, n'est pas respecté, quoi. Donc peu importe. Alors on peut, j'allais dire, du coup la discussion n'est pas la même, mais le résultat lui est le même. Donc pour moi c'est aussi une atteinte au droit moral.
Est-ce que toi, Sébastien, parce qu'on en discute de ça, du point de vue de la DABD, tu as, je dirais, une analyse de tout ce système, parce que je pense que tout auteur un peu installé a des histoires du genre comme celle de Nathalie et moi, en fait, à raconter, qui nous est arrivée durant notre carrière. Je peux rebondir déjà sur cette histoire qui t'est arrivée. On a eu un cas alors c'est pas dans le cadre de la DABD, c'est plutôt dans le cadre du SNAC BD, une de ses premières actions d'ailleurs qu'il a pris en main pour défendre les auteurs qui étaient concernés. C'est une bande dessinée qui se trouve à être envoyée, alors je ne sais pas si c'était la dernière version ou pas de fichier comme toi, du coup le cas, mais une version qui est imprimée avec des pages. Alors une bande dessinée conçue en noir et blanc, avec des noirs et blancs qui ne sont pas tirés dans des très bonnes qualités au départ, et surtout un montage des pages qui n'est pas respecté. Les pages étaient faites pour fonctionner en vis-à-vis. Ah oui. Imprimé dos à dos. Je ne vais pas citer le titre, mais les auteurs de BD qui nous suivent, je pense, ils reconnaîtront. Ça va jusqu'au tirage, l'impression, effectivement. L'éditeur est responsable dans ce cas-là, bien évidemment, quand même. L'éditeur, l'imprimeur, si c'est lui qui fait la faute, et puis il y a une succession de responsabilités, un enchaînement comme ça, qui fait que oui, le droit moral de l'auteur, comme dans ton cas, toi, bien sûr qu'il y a une atteinte qui lui est portée. Et en l'occurrence, si je ne me trompe pas, c'est le droit au respect de l'œuvre, là, clairement, dans ce cas-là. Moi, je dirais aussi le droit de divulgation, puisqu'à nouveau, l'auteur a le droit de choisir quand même quand son œuvre est prête. Et là, si on n'a pas donné la bonne version, c'est quand même, je pense, aussi une atteinte au droit de divulgation. Là. Il y aurait une double atteinte. Alors on va excuse-moi Sébastien. Oui, les auteurs auraient signé aussi le BAT, il figure dans le contrat d'édition aussi. On doit vous présenter. Bien sûr. Peut-être pas au cul des machines comme on dit vulgairement chez l'imprimeur, mais enfin même normalement ça doit pouvoir aller jusque là. Et c'est vrai que ce qui est complexe, c'est que moi je savais qu'il y avait cette atteinte, mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que concrètement, c'est un peu ce qu'on disait avec Nathalie, très concrètement, comme l'erreur est faite, enfin je dirais comme le préjudice est commis, comment obtenir réellement réparation? Alors que comme on l'a dit, on peut tout à fait partir en procédure, enfin je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais quand c'est un éditeur une maison d'édition avec laquelle vous continuez de travailler ou pour laquelle vous avez d'autres projets, etc., on arrivait à ce degré de conflit, c'est quand même compliqué, quoi. Mais on n'est pas justement effectivement obligé de partir directement au contentieux. On pose le problème et ce qu'il faut aussi avoir en tête que là il y a un problème et les solutions sont pas forcément tout noir ou toute blanche. On peut dire bon voilà là il y a un problème mais alors du coup vous vous engagez pour le prochain, je suis pas à 5% mais à 10. Non mais d'ailleurs je serai à 20%. Non mais et je veux 20 000 € d'avaloir. C'est la négociation et c'est là on va dire vraiment tout ce qui est intéressant par rapport à un juge parce que là vous iriez devant un juge, on va vous dire bah oui il y a eu une erreur ça vous fait une atteinte, on va estimer un peu au doigt mouillé le préjudice que vous avez subi sans jamais toutefois complètement le réparer ou alors en perdant quelques plumes puisqu'on va perdre du temps, on a perdu un peu de sérieux par rapport à son public, etc. Donc on peut négocier, de dire bon ok, donc déjà le prochain on le tire à plus d'exemplaires, j'aurai un pourcentage plus important, on négocie et on peut tout demander, rien n'est impossible. Après c'est question de négociation, mais pas pour autant obligé d'aller devant les tribunaux. On essaie d'être créatif pour le coup dans ce qui pourrait nous satisfaire. Vous parlez de préjudice, Carole, mais il peut y avoir aussi un préjudice pour l'éditeur si on fait arrêter l'impression, si on fait détruire les livres qui ont... Bien sûr, oui. C'est pour ça à mettre en balance. Voilà, et puis qui va se répercuter sur la relation auteur-éditeur, bien évidemment. Il y a ça aussi. Alors, si je puis... Sur l'évaluation du préjudice moral, j'aurais peut-être une question quand même, Carole. Un préjudice concret, atteinte aux droits patrimoniaux, les juges, à ma connaissance, ils savent quand même évaluer ça et tout, mais l'atteinte aux droits moraux et la compensation financière qui peut être obtenue par l'auteur, il me semble que c'est beaucoup plus complexe à évaluer et que généralement on est très déçu parce que c'est une indemnité qui est très très légère en fait, au final. Alors effectivement,
il n'y a pas de grille, puisque contrairement aux droits patrimoniaux, on est dans l'extra-patrimonial, donc c'est là toute la grande difficulté. Comment on transforme, on estime de manière pécuniaire quelque chose qui ne l'est pas. Donc, les tribunaux n'ont pas de grille particulière. Donc, certains critères vont être pris en compte. Par exemple, la renommée de l'auteur, l'importance de l'atteinte. Évidemment, si on a juste changer je sais pas, le nom d'un personnage versus on a changé je sais pas moi tous les personnages, l'importance de l'atteinte, l'importance de la renommée de l'auteur est pris clairement en considération, on le voit dans les jurisprudences, alors même que le mérite, l'absence, normalement ça ne devrait pas être pris en considération, mais oui, clairement ça a une incidence. Mais il n'y a pas il y a absolument pas de grille. Donc, mais clairement, je vous rejoins. On peut être déçu puisque le droit moral, on peut pas s'attendre à avoir des sommes folles en fait, parce que clairement justement on ne peut pas justifier matériellement de quelque chose. C'est tout de suite très compliqué. Donc les juges sont tout de suite assez réticents. La question de l'évaluation du préjudice, elle est effectivement très compliquée là. Ça fait hésiter aussi beaucoup pour répondre à une Bien sûr. Tout à l'heure, Samantha. Si je peux me permettre, dans le cas cité par Sébastien, outre qu'il s'agit de la même maison d'édition que celle dont je parlais précédemment. Dis donc. Amusant. J'y ai juste pensé ce soir. Là. En fait, le préjudice, il est très gros. Il est même, quelque part, quand on connaît un peu la bande dessinée, il est même presque plus important que le mien, étant donné que c'est toute la narration, un peu comme pour ton histoire, Samantha, c'est toute la narration du bouquin qui se trouve bouleversée et toutes les choses auxquelles les auteurs ont pensé pendant qu'ils faisaient leur livre, à savoir, on amène du suspense à la fin, au bas de la page, parce que quand on va tourner la page, il va se passer quelque chose. En fait, tout ça est foutu en l'air par en fait, cette mauvaise manipulation. Ce qui serait important, surtout, au-delà du fait d'aller devant le juge et d'essayer d'obtenir des réparations financières, ce serait que ça n'arrive pas dans le sens où arriver à rééquilibrer suffisamment le respect dû à l'auteur et au travail de l'auteur, de la part de l'éditeur ou de la maison d'édition, pour qu'il soit évident qu'on ne fait pas ça, et pour que quand une chose comme ça arrive sur les plaques ou même sort de chez l'imprimeur, instantanément on réimprime. En fait, il est hors de question de laisser sortir une chose comme ça. On ne peut pas faire ça à un auteur, et c'est là-dessus en fait qu'il faudrait, c'est à ça qu'il faudrait arriver, plus qu'à autre chose. En fait, il faudrait que ça soit une absolue évidence que ça ne doit pas arriver, ce genre de truc. Et puis je dirais, au-delà du droit, la pratique concrète et professionnelle, je dirais, des deux côtés d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment qu'une maison d'édition peut être d'excellents conseils pour une couverture ou pour un titre, c'est pas la question, c'est vraiment celle de ce sentiment d'appartenance. Et puis on en parlait un peu tout à l'heure, mais on est nombreux et nombreuses à parfois, dans l'écrit, côté roman, à découvrir nos couvertures par une Google Alert sur les sites marchands, alors qu'on ne nous l'a pas proposé à la validation parce que c'est allé vite, il fallait proposer un truc pour la réunion des représ de septembre, vite, on a fait un essai, tiens, ça se retrouve là, ah mince, mais vous lui avez envoyé ou pas? Ah, vous ne l'avez pas envoyé. Enfin voilà, parfois c'est... Mais bon, avec des collègues, ça nous arrive quand même assez régulièrement pour par moments se dire, mais d'accord, c'est sympa. Après, comme on le disait, tout dépend du rapport de force. Déjà, quand contractuellement, on pose les choses de manière un peu stricte, ça va mieux aussi dans la relation, je dirais, dans ce genre de choses. Quoi. C'est vrai que cet encadrement, je veux dire, c'est pas par... C'est ce que j'ai... Pardon. Oui, pardon, vas-y, Carole. Ce que je disais, c'est qu'on voit ce qui est important, en fait, c'est la rédaction de son contrat d'édition, parce que souvent, c'est là, en fait, que se trouve le cœur. C'est au moment, en fait, où on conclut son contrat. Alors, j'imagine, on est content et il suffit pas, de se contenter, en fait, d'un mauvais contrat, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut poser les choses à plat et de se dire,
tel manquement entraînera telle conséquence. J'ai l'obligation de signer tout bat, et si c'est pas fait, eh bien, peut y avoir des dommages et intérêts. Enfin, d'avoir un contrat qui soit le plus avantageux. Et à nouveau, évidemment, le rapport de force fait que c'est souvent l'éditeur qui propose le contrat et qu'il le présente comme un contrat forcé, mais en réalité, ils sont pas forcément fermés non plus à la négociation. Des fois, c'est aussi un défaut de l'auteur de proposer finalement des alternatives. Et voilà. Donc ça, c'est hyper important. On en revient à négocier son contrat en fait d'édition. Tout à fait. On va écouter d'autres témoignages. Pardon Sébastien, je suis mon timing, mais après, promis, tu as la parole autant que tu veux. On va passer à la rubrique Ma vie, mes œuvres pour écouter les témoignages d'artistes, auteurs et autrices qui nous ont parlé de leur expérience côté droit moral. Émilie, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Jelowski, compositeur, membre de la SACEM et de la SACD. Je suis Naïma Zimmerman, écrivant parfois sous le nom de NN Zimmerman. Je suis romancière et scénariste de bande dessinée. Elisa Vibrin, je suis autrice jeunesse. J'ai écrit une dizaine d'ouvrages, depuis l'album jusqu'au roman ado, et puis à peu près autant de textes pour la presse jeunesse. Alors on parle aujourd'hui de la question du droit moral. Donc le droit moral, c'est finalement quelque chose qui est lié à la propriété intellectuelle. Le droit d'auteur se sépare en deux volets, le droit moral et le droit patrimonial. Quand on parle de contrat, on a tendance à se focaliser davantage sur le droit patrimonial, qui paraît plus concret et donc plus important, mais en réalité, le droit moral a aussi des effets très concrets, et en plus, contrairement aux droits patrimoniaux, il est incessible et perpétuel, donc il continue de s'appliquer, même une fois les œuvres tombées dans le domaine public. Alors j'ai pris conscience du droit moral quand j'ai négocié mes premiers contrats. J'ai toujours aimé rentrer dans le détail de mes contrats dès les premiers. Et donc c'est là en fait que j'ai appris ce que c'était exactement que le droit moral. En premier lieu, il protège la paternité de l'artiste-auteur sur son œuvre, donc en obligeant à faire figurer le nom de l'auteur sur son œuvre ou alors le pseudonyme de son choix. L'artiste a tout à fait le droit de faire le choix de l'anonymat. Un exemple célèbre, c'est Elena Ferrante. Et ce qui m'a vraiment rassurée, c'est la composante respect de l'intégrité de l'œuvre, du droit moral. En tant que jeune auteur, je me suis dit qu'on était bien protégé par le droit français sur ce volet-là en tout cas. Le droit moral protège aussi l'esprit de l'œuvre. On n'a pas le droit d'utiliser une œuvre dans un contexte qui défendrait des idées politiques, par exemple, qui seraient contraires aux positions de l'auteur. Aussi, l'auteur a toujours le droit de s'opposer à la divulgation de l'œuvre, même une fois qu'il a signé un contrat l'autorisant. C'est ce qu'on appelle le droit de repentir. Sur la question de la violation, moi en ce qui me concerne, j'ai jamais été confronté à ce problème-là. J'ai pu bien sûr, dans le cadre de projets où il y avait plusieurs auteurs, entrer en discussion avec ces auteurs, négocier pour que chacun finalement s'y retrouve. Alors moi aujourd'hui j'ai travaillé avec 5 éditeurs, 4 éditeurs d'édition classique d'ouvrages et un éditeur de presse. De ces différentes expériences, j'ai eu deux cas qui ont touché deux types de cas qui ont touché à mon droit moral. Le premier, c'est ce que j'appellerais les coupes intempestives. Donc au-delà en fait des échanges de révision de texte qui sont tout à fait normales et saines avec l'éditeur, j'ai eu des cas parfois de chapitres coupés ou de passages coupés entièrement, sans aucune notification et sans aucun accord préalable de ma part. Le deuxième cas que je dirais qui peut être problématique, c'est ce qu'on appelle le rapport texte-image, qui dans la jeunesse est très important. Et là, j'ai aussi avoir des soucis d'un illustrateur ou d'un éditeur qui n'a pas compris exactement en fait ce que je voulais dire ou qui carrément a mal lu le texte. Et on se retrouve avec une illustration qui n'a plus rien à voir avec le texte et à l'auteur à qui on demande au dernier moment de changer son texte pour respecter le planning, alors que ça touche en fait à ce que moi je voulais dire. Oui, ça m'est déjà arrivé.
Mon premier éditeur, notamment, n'avait pas respecté le pseudonyme que je lui avais transmis. Je m'en suis aperçue avant la parution du livre en le voyant sur les sites de vente. Donc je l'ai appelé, il a tenté de me faire changer d'avis, mais devant mon refus, il était obligé de céder et donc a fait corriger mon nom. Donc ça s'est arrangé à l'amiable. Ce que je fais maintenant, c'est que je demande systématiquement en fait, à voir les crayonnés. Parce que pour un illustrateur, c'est normal, c'est beaucoup plus facile de modifier quelque chose sur un crayonné que sur un dessin qui était finalisé. Et on est beaucoup plus en amont aussi en termes de planning pour éventuellement faire des modifications. Et les illustrateurs sont, voilà, c'est tout à fait normal, ils n'ont pas de souci en fait à changer un crayonné. Et ça permet voilà, de respecter le droit moral de chacun sans mettre en péril le planning de sortie de l'ouvrage, qui est embêtant quand on est sur une période clé, par exemple comme Noël, qu'on ne peut pas louper. Donc là, le conseil que je peux vous donner, c'est de demander très en amont les plannings de validation des épreuves ou en amont des épreuves de révision avec votre éditeur. Et moi, j'ai appris du coup au fil du temps, quand j'ai un doute, à bien utiliser PDF et Word, qui sont des outils formidables de comparaison de texte et qui permettent, voilà, quand on a un doute, au-delà des traditionnels suivis de modification, de vérifier voilà, que l'intégrité justement de notre œuvre a été bien respectée. Et ce qu'on peut dire finalement, c'est que... Dans ces cas-là, on peut toujours commencer par une démarche à l'amiable, en prenant soi-même contact avec le contrevenant pour voir si on peut trouver un arrangement, mais aussi éventuellement en se faisant épauler par un conseil. Alors je dirais en tant que président du SMC, le syndicat des compositrices et compositeurs de musique contemporaine, nous avons une petite capacité finalement d'aide et de conseil à ce titre-là. Les OGC comme la SACEM ou la SACD ont des services juridiques qui peuvent permettre d'aiguiller en cas de problème. Et puis bien sûr, si les choses ne sont pas résolues, on se retrouve confronté à un étage légal. On peut bien sûr faire appel à un juge pour faire cesser la violation du droit moral, obtenir des dommages et intérêts, voire obtenir une condamnation au pénal. On a même des ayants droit qui sont assez célèbres pour ce type de procédure. Par exemple, les ayants droit RG en lancent régulièrement. Mais des auteurs moins célèbres que ça obtiennent aussi régulièrement satisfaction dans ce type d'affaires. Après, il est vrai que beaucoup d'auteurs hésitent à se lancer dans ce type de procédures qui sont longues et qui nécessitent un investissement financier initial qui peut être relativement important. Ce que je peux conseiller aux auteurs qui auraient eu des problèmes de violation de droit moral sur un ouvrage qui a été édité, c'est de se rapprocher bien sûr des associations de défense des auteurs, que ce soit la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ou la Ligue des auteurs professionnels, parce que ce sont des associations qui ouvrent des permanences juridiques qui peuvent aider les auteurs dans leur démarche. Nous sommes de retour. Merci pour tous ces témoignages qui sont extrêmement éclairants. Finalement, on l'a dit, le nerf de la guerre, c'est peut-être le contrat. Parce que souvent, on entend les auteurs et autrices dire « Non, mais de toute façon, moi, je signe mon contrat d'édition sans le lire. J'ai mon droit moral pour moi, au pire, bon. Dans les faits, est-ce qu'on peut rappeler quand même à quoi engage la signature d'un contrat d'édition? Parce que le droit moral, d'accord, mais quand même, signer un contrat, eh bien, c'est prendre des engagements. Carole, est-ce que tu peux nous faire un petit topo très bref sur ce qu'engage de signer un contrat d'édition, tout simplement? Alors, la première chose qui me vient pour répondre, c'est la durée. Parce qu'un contrat d'édition, donc on cède évidemment ses droits d'auteur pour la fabrication en exemplaires donc de l'ouvrage, ça paraît évident, mais la problématique en fait c'est la durée en fait pendant laquelle eh bien le télétravail, il n'y a pas de problème. Bonjour toi, tu es très mignon. Il n'y a pas mon petit bébé. Si attention, Lucas va venir aussi. Pardon, petite intrusion. Donc la vraie problématique en fait c'est donc ces droits sont effectivement cédés et la question c'est pendant combien de temps, et souvent dans les contrats de droit d'auteur on est engagé
pour la durée de protection, donc pendant toute la durée de la vie d'auteur, 70 ans après la mort. Donc c'est surtout ça en fait qui va engager, c'est la durée, puisque c'est ça le nerf, j'allais dire. C'est la durée, et puis on peut le dire aussi, c'est vrai que de signer, même s'il y a des clauses, on va dire, qui peuvent être nulles juridiquement, ça a une implication malgré tout. On peut se retrouver vraiment dans des situations à être coincé. Alors est-ce que, comme on l'a dit, vraiment le cœur de ces sujets, c'est pas vraiment d'essayer de trouver le maximum de leviers, ce qui est difficile parce qu'on est partie faible, pour pouvoir en fait arriver à rebaliser, je dirais, une relation par le contrat. Sébastien, tu voulais intervenir aussi. Oui, le contrat, c'est le nœud de... Alors d'abord, c'est aussi un équilibre qui se fait entre des engagements, c'est censé être ça, entre des engagements réciproques, l'auteur, l'autrice d'un côté, l'éditeur de l'autre. Ce qu'a rappelé Carole, c'est une cession de droit de reproduire, de représenter l'œuvre sous sa forme, qui peuvent être très, très limitées, comme elles peuvent, vous en êtes tous témoins, je pense, très extensives, les sessions. Oui, maintenant. Tout à fait. Le droit numérique, bien sûr, tout un tas de droits dérivés, etc. La plupart du temps sont compris avec. Et puis, on ne parle pas de la cession des droits d'adaptation audiovisuelle, qui est obligatoirement hors contrat d'édition, mais que généralement, on vous fait signer quand même en parallèle, sous condition que sinon, on ne signe pas le contrat d'édition. Bien sûr. C'est une cession de droit avec une durée. Le droit moral, donc aucun droit moral n'est cessible par le contrat, ça Carole l'a rappelé dès le premier plateau qu'on a fait, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des obligations de livraison en temps et en heure, c'est un vrai engagement contractuel, il y a quand même ça, de l'auteur, l'autrice, donc il faut quand même faire attention aussi à respecter les délais ou à faire modifier dans le contrat par avenant ou au moins par écrit pardon ? Je sais pas comment. Faut faire gaffe à ces délais de livraison, à livrer dans les bonnes conditions, etc. Respecter tous les engagements qu'on peut avoir. De l'autre côté, il faut faire attention aussi à tout ce qu'on a cédé aussi clairement à notre éditeur, ou tout ce qu'on a accordé comme droit hors droit d'auteur, là pour le coup. Donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc le choix, peut-être la prérogative de choix du papier, du format, peut-être de la décision de la couverture, peut-être s'assurer que le titre, on pourra effectivement le choisir ensemble. N'oublions pas qu'il y a une clause souvent qui évoque le fait que le titre est provisoire ou définitif. Oui, tout à fait. C'est pas innocent ça aussi, tu vois, ça peut avoir une implication et du coup laisser aussi une sorte de porte ouverte à l'éditeur pour pouvoir choisir un autre titre à la fin. Oui. Ce qui est vrai, moi je pense, de tous les cas qu'on a évoqués là depuis le début du live, c'est que on se retrouve dans une situation dans laquelle la relation auteur-éditeur, de toute façon, c'est la relation contractuelle aussi. C'est-à-dire que tout le déroulé de la relation professionnelle, elle est déjà quelque part balisée dans le contrat par les obligations de chacun. Si on arrive et c'est des clauses qui sont pas du tout aberrantes. Je veux dire, comme je l'ai dit précédemment, quand une maison d'édition travaille avec d'autres pays, il est tout à fait normal de faire valider la couverture et de faire valider le titre aux agents étrangers. Enfin, je veux dire, ça fait partie de la base du respect professionnel mutuel, quoi. Et l'agent étranger, et l'auteur peuvent tout à fait dire écoutez, oui, c'est un parti pris, on valide, ou dire attendez, là vraiment, moi, je le sens pas, je veux qu'on en discute, il faut faire d'autres essais, quoi. Et c'est vrai que quelque part, c'est simplement une question aussi de rééquilibrage, je dirais, dans la relation professionnelle même. C'est ce que tu disais, Nathalie, à ce niveau. Je crois que Carole a une petite urgence parentale, donc toute notre compassion dans ces moments de télétravail. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. On t'entend parfaitement, Carole. T'inquiète pas, d'accord, on ne plus, mais on t'entend. Non, oui, je n'arrive pas à remettre la vidéo, donc désolée. Écoute, c'est pas grave. On va trouver un moyen de régler ça techniquement. L'étranger que vous évoquiez tout à l'heure, elle est vachement intéressante quand même. Et aussi la notion de consentement que vous avez sortie, elle est tout à fait légitime, cette notion de consentement. Oui, je trouve aussi. Ouais. Elle est liée au droit d'auteur aussi. Oui. C'est sûr qu'il faut que vous donniez un consentement. On a parlé du BAT. C'est un consentement que vous devez pouvoir donner à un moment donné. Et il n'est pas acquis à la base du fait d'avoir signé le contrat d'édition. Il faut bien pouvoir redonner ce consentement à un moment donné.
Ça, c'est pour le BAT, mais c'est lié quand même à la question du droit moral, quelque part, ça. Mais du coup, consentement aussi pour le titre, Nathalie, dans ton cas, pourquoi pas, voilà. Consentement par rapport à ton cas aussi, Samantha, que tu évoquais. Bien sûr, cette question, c'est une notion qui n'est pas dans le droit d'auteur au départ, mais bien sûr qu'elle est liée. Bien sûr qu'elle est liée. Je suis allée fouiller, du coup, pendant la pause dans mon roman traduit, et... Mais à culpa, je crois qu'il n'y a pas eu tant de modifications là-dessus que ça sur les personnages. Mais par contre, sur le titre, j'ai relu, j'ai revu, je me suis dit, waouh, même la couverture, on est vraiment à des années-lumière de la version française. Alors, c'est vrai que ces adaptations, elles sont aussi importantes à ce niveau. C'est qu'on se dit, mais quand même, il y a un moment où c'est normal qu'il y ait une adaptation dans les choses. Et je crois qu'on n'a pas évoqué ce sujet, mais ce serait intéressant aussi... on veut parler de beaucoup de sujets pendant ce live, mais je voudrais parler par exemple des adaptations audiovisuelles entre le livre et puis après des séries, ou après il y a d'autres co-auteurs qui arrivent sur un projet, etc. C'est parfois complexe, il faut quand même une marge de manœuvre dans les adaptations, quelles qu'elles soient, je dirais sans trahir l'esprit de l'œuvre. Mais il y aurait beaucoup à dire aussi sur le droit d'auteur entre, je dirais, la version du livre et puis toutes les adaptations qui peuvent arriver, que ce soit étranger, mais aussi audiovisuel. On voulait évoquer un sujet qui est celui des coloristes. Qui a envie de démarrer? On peut, Nathalie. On t'entend, Carole, il n'y a pas de souci. Et on te voyait, mais on ne te voit plus. Oui. Alors, on a plusieurs difficultés sur c'est les coloristes qui vont avoir plusieurs difficultés, du coup. Alors, ils sont payés en droit d'auteur, systématiquement, mais ils vont être considérés comme auteurs à plein ou pas de l'œuvre finale. Le livre, la bande dessinée, imprimée, etc. Soit avec le consentement des deux autres co-auteurs présumés, scénaristes et dessinateurs, et l'accord de l'éditeur, on va leur accorder un petit pourcentage de droits sur les exploitations du livre. On les inclut dans le contrat d'édition, ils sont mentionnés, et dans ce cas-là, ils sont auteurs à plein. Sauf parfois pour la question de l'exercice du droit moral, justement. Mais ça, c'est légal, ça, parce que, je veux dire... vont être faites sans leur consentement, par exemple. Tu vois, ça, c'est une question... Oui, mais si on est auteur, on est auteur. Le droit moral, il ne s'évapore pas comme ça. C'est une très bonne question que tu poses. Est-ce que c'est complètement légal ou pas? Je sais que le droit moral a quand même quelques limites aussi, notamment si on part dans notre sens, pas du livre vers l'audiovisuel, mais si on part de l'audiovisuel, le droit moral est limité. Normalement, il est partagé par tous les co-auteurs. Mais il y a quand même un article du Code de propriété intellectuelle qui limite un peu... qui peut limiter l'exercice effectif de ce droit, notamment pour décider c'est un peu l'exercice de la divulgation, du droit de divulgation. Carole, vous me démentirez si je me trompe un peu dans l'interprétation. Mais la version finale va être décidée réellement, et l'exercice du droit va réellement être exercé par le scénariste, qui représente un peu tous les autres auteurs, et le producteur, qui a une sorte d'évolution presque quelque part, et encore j'emploie ce mot-là, il faut faire gaffe, parce que d'évolution, c'est un sens très précis en droit, de l'exercice d'un des droits, et pouvoir aller au final à l'aboutissement de l'œuvre quelque part, et décider de la version qui va sortir. Voilà, j'extrapole un peu et je déforme un peu. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Je pense que. Est-ce que Carole, tout va bien? Tu as pu récupérer ta caméra? Je crois que oui, pardon, je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de problème. Je disais un jour, mon enfant nuit moi débarquera sur les lives et voilà, on trouvera ça tous très mignon et on reprendra. Oui, parce que c'est pareil. Ils ne respectent pas les instructions, c'est comme les éditeurs, donc. Voilà. Et ben voilà, maintenant recadrage, on va faire un contrat. C'est ça. Et du coup, j'ai peut-être loupé une petite chose, mais j'aurais voulu compléter. Un élément, tu disais, effectivement, on s'engage, même si une clause est nulle, on l'a quand même signée. Et effectivement, ça peut être problématique. Si elle est nulle, mais la chose, c'est que du coup, va y avoir un débat. Y avoir un débat. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, dès lors qu'il y a un débat, c'est pas clair, c'est pas net. Donc, on va pas pouvoir, par exemple, dans le cadre du droit moral, on sait qu'on a le droit moral, on sait qu'il est inaliénable, mais on a une clause qui dit que j'accepte, par exemple, les modifications de mes illustrations. Bon, on sait que ça vaut rien, mais en même temps, on l'a écrit. Donc, on l'a écrit, on s'est engagé. Donc, ça peut ouvrir du coup une brèche. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même mieux faire attention, quitte à biffer en disant, non, ça, de toute façon, c'est illégal. Mais vraiment faire attention donc à son contrat
évidemment d'édition. Et je voulais insister donc sur un point, c'est que c'est quand même une particularité, on va dire, du domaine de l'édition, que finalement ça soit l'éditeur qui propose le contrat et pas l'auteur, parce que dans n'importe quel autre domaine, c'est effectivement celui qui propose donc un bien qui propose le contrat. Hein. Or là, souvent, c'est l'éditeur qui impose son contrat. Donc moi, j'invite vraiment les auteurs à proposer leur contrat, et notamment le modèle qui a été réalisé par la Ligue, qui est une bonne base de négociation. Ça ne veut pas dire que tout passera, mais évidemment, on arrive, on est des auteurs professionnels, on a son contrat. Vous imaginez pas aller acheter un lave-linge chez Casto et qui nous disent vous me proposez quoi comme condition Non, c'est évidemment le professionnel qui vend son produit avec ses conditions. Donc c'est vraiment important pour l'auteur d'avoir cette posture professionnelle, d'avoir son contrat. On négocie, mais je pense que c'est déjà voilà, ça peut être un changement à essayer de mettre en place. C'est bien ce que je dis, c'est un idéal, mais il faut toujours tendre vers les idéaux. Il faut tendre vers les idéaux, et puis c'est pas du tout si fou que ça. Hein. C'est vrai que des agences littéraires assez importantes, elles proposent le contrat à l'éditeur, enfin à la maison d'édition. Et c'est vrai que j'aimerais bien un jour qu'on fasse vraiment un vidéo live sur le jeu vidéo, parce qu'il y a aussi plein de choses très très intéressantes dont on pourrait discuter, parce que pour le coup, ayant aussi une pratique dans le jeu vidéo également, sur cette question finalement du contrat, on peut se retrouver comme scénariste, je dirais, indépendant, freelance, avec des cas où on va nous demander en fait nos conditions contractuelles, où on va nous dire, en fait, on a besoin de toi pour tel projet. Est-ce que tu peux nous faire le contrat à ce niveau? Donc, bien sûr, il y a des grandes boîtes qui ont leur propre, parce que c'est toujours plus avantageux pour l'exploitant des œuvres, évidemment, de proposer le contrat. Mais ce n'est pas du tout aberrant d'arriver avec sa proposition de contrat et puis de négocier. Ça oblige, je dirais, à se pencher aussi sur ces sujets. On va passer à notre dernière rubrique, mais promis, Sébastien, on va continuer. Mais non, c'était juste le jeu vidéo. Vas-y, tu voulais... question du droit moral dans le jeu vidéo, super intéressante. Complexe. Alors, la question du droit moral dans le jeu vidéo, je pense que là, il faut vraiment qu'on ait des syndicats du jeu vidéo qui viennent. Il y a peu de structuration du côté des scénaristes, malgré tout. Ils sont souvent, en fait, confédérés avec le syndicat de salariés, en fait, des grandes entreprises de jeux vidéo. Mais c'est une vraie question. Hein. La question de la cession, la question du droit moral, la question des œuvres de collaboration, parce que c'est vraiment des œuvres, pour le coup, qui font intervenir de multiples auteurs, en fait, tout au long du processus. Et puis, il y a des couches et des couches, donc c'est assez complexe, mais on va prendre ce sujet en main, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, et on est nombreux aussi à être multimétiers et à intervenir dans différents champs de la création. On va passer à notre rubrique. Émilie, tiens-toi prête. Le courrier, non pas le courrier du cœur, mais le courrier des artistes-auteurs. Émilie, générique. Alors, allez-y dans le chat, vous pouvez poser vos questions, on y répond en direct. Alors, première question, on nous envoie un petit exemple de contrat dont je vais vous lire les spécificités. C'est un contrat d'édition qui m'a l'air assez classique, qui m'a l'air d'appartenir à un grand groupe. Ça parle de la commande. Hein. L'éditeur se réserve d'apprécier si le manuscrit convient bien aux spécifications de la commande. À défaut, l'éditeur pourra soit résilier la commande et demander à l'auteur de lui restituer toute somme qui lui aura été versée au titre de l'article, soit demander à l'auteur des modifications ou une nouvelle rédaction du manuscrit pour la rendre conforme aux spécifications de la commande. Si les modifications ou la nouvelle rédaction ne répondent pas aux demandes de l'éditeur, celui-ci aura le droit soit de résilier la commande et demander à l'auteur de lui restituer toutes les sommes qui lui auront été versées au titre de l'article, soit le droit, attention, de confier à un tiers la réalisation des modifications ou la nouvelle rédaction, sous réserve du consentement de l'auteur. Dans ce cas, le nom du tiers apparaîtra et la rémunération convenue par ce tiers viendra en déduction de la rémunération de l'auteur. Alors, c'est assez complexe, mais je pense qu'on a tous compris de quoi il s'agissait. Il s'agit finalement d'un contrat d'édition qui est un contrat de cession qui est mixte et qui intègre en fait de la commande au sein de la cession et qui, je dirais, balise le cas d'intervention d'un tiers et ce qui va afférer en termes de rémunération. Sébastien, Carole, est-ce que vous avez des réactions ?
Oui, mais je vous laisse commencer. Ah oui, attendez, je vous pose la question parce qu'il y a une question qui va avec. Excusez-moi. La question est, est-ce que le fait pour l'éditeur de se donner le droit de confier à un tiers de modifier l'œuvre ou de procéder à une nouvelle rédaction est attentatoire au droit moral de l'auteur? Voilà la question. Je vais peut-être plus répondre, Carole. Moi, je peux compléter parce que alors, ce que tu as évoqué là comme clause ou ce qu'évoque l'auditeur, du coup, c'est effectivement quelque chose qu'on s'attendrait plus à trouver dans un contrat de commande à la base, qui peut exister, qui est défini dans le cadre du code de propriété intellectuelle. Et on pourrait comprendre qu'on répond à une commande à un client, entre guillemets, qui puisse avoir un cahier des charges à nous donner, si on ne le respecte pas, qu'il puisse nous remplacer. Le problème, c'est qu'on trouve ça dans la plupart de nos contrats d'édition maintenant, et notamment quand on travaille sur une série, et en particulier en bande dessinée. On va pouvoir trouver ce genre de clause qui peut permettre à l'éditeur de pouvoir nous substituer quelqu'un ou nous adjoindre un co-auteur, co-dessinateur, co-scénariste, etc., dans le cas où on ne pourrait plus répondre aux besoins, donc pas respecter les engagements qu'on avait dans le contrat en termes de délai de livraison, par exemple, etc., ou parce qu'on est obligé de se désengager parce que peut-être qu'on a 2-3 projets en même temps qui nous arrivent en même temps et que du coup on ne peut plus suivre, et qu'il faut permettre à nos co-auteurs de l'œuvre de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc il y a effectivement des clauses comme ça chez des gros éditeurs que l'on voit qui leur permettent de substituer un scénariste par un autre, un dessinateur par un autre, avec l'accord toujours du premier scénariste ou de la première scénariste, première dessinateur, dessinatrice, et en gardant une part de droit qui reviendra toujours quand même à l'auteur, l'autrice première. Ça existe dans un contrat dit d'édition classique et non pas un contrat de commande. Ça existe clairement dans la pratique. Je l'ai vu un paquet de fois. On peut le comprendre dans le cadre d'une série, effectivement, une œuvre qui est faite. Et en même temps, si je puis me permettre, Sébastien, ça témoigne quand même vraiment aussi du besoin de l'édition d'un vivier, je dirais, de professionnels pour intervenir sur parfois des séries peut-être assez costauds qui sont quasiment des franchises en fait, en réalité, et qui demandent une forme d'intervention régulière, quoi. Qui sont pas nécessairement des franchises, mais c'est effectivement un cas qui... Pas toujours des franchises, alors. Ça peut vraiment être dans... Ça peut être sur un projet qui est porté par un binôme d'auteur-autrice au départ, qui est très personnel. Ça peut aussi être dans un cas de figure comme ça. Réellement. Mais c'est pour permettre au binôme d'auteurs d'aller jusqu'au bout, de l'œuvre de collaboration, d'aller jusqu'au bout, et donc de permettre à l'éditeur de pouvoir la finaliser. Donc ça, je peux l'admettre à la limite que ça existe, à condition que l'auteur premier qui est remplacé, qui se voit substituer un autre auteur ou adjoindre un autre auteur, à partir du moment où il conserve son droit de dire oui ou non, ça va dans la bonne direction ou pas. Donc là, dans ce cas-là, son droit moral, ou en tout cas une partie de son droit moral, me semble respecté. Mais je vois Carole réagir un petit peu et je pense qu'elle va peut-être... allez, Carole, réaction. Moi, j'ai 2 réactions. La première, qui n'est pas vraiment liée au droit moral, mais que je trouve extrêmement choquante. Si ce qu'on fait ne convient pas, on n'est pas payé. Alors, je vois peu d'autres domaines où on nous passe commande et finalement, ça ne nous va pas. Alors, vous allez même restituer... ça, c'est à côté, on va dire, mais c'est complètement lunaire. Et la deuxième, donc effectivement sur le droit moral, bien sûr qu'il y a une atteinte au droit moral si on apporte des modifications sans les avoir fait valider par l'auteur premier. À nouveau, on ne peut pas céder son droit moral. Par contre, on peut acquiescer à des modifications qui sont faites a posteriori. Donc, comme vous le disiez, si après on peut dire oui, on peut dire non. Mais on ne peut pas d'emblée accepter qu'une personne repasse derrière nous et change tout. Non, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, le droit moral, justement, doit protéger l'auteur de cela. Tout à fait. Et je pense que la question se pose particulièrement, enfin déjà on en parle là en BD, en fait plus je pense on monte en force dans l'industrialisation d'un secteur et plus on est face à ça, mais je pense à l'audiovisuel aussi. Vous voyez un peu Parole de scénariste et tous ces mouvements, le nombre de scénaristes audiovisuels qui témoignent du fait qu'ils ont été initiateurs de projets et qu'ils se retrouvent en fait dépossédés de ces projets qui ensuite sont confiés à d'autres scénaristes. C'est vrai qu'il y a quand même... C'est fou de voir le fossé, je dirais, qu'il y a entre le droit et finalement la pratique dans les industries. On a vraiment un travail de fond. Ouais. Et puis là, il se mêle une problématique qui est compliquée en droit d'auteur. Du coup, c'est la limite entre les idées
et la mise en forme des idées. Tout à fait. L'œuvre est, bien sûr, l'œuvre en tant que telle qui, en effet, doit aussi obéir à une mise en forme. Hein. C'est pas qu'une idée, une œuvre, hein, ça obéit à d'autres caractérisations. Oui. Et on sait qu'il y a des jurisprudences comme ça qu'on considérait, non, il n'y avait pas d'atteinte parce qu'on a juste repris une idée, mais pas la mise en forme de l'idée. Donc, il n'y a pas d'atteinte à ce qui était présenté comme une œuvre première, c'était juste une idée. Et donc, ça, c'est un débat qui n'est pas évident aussi en droit d'auteur, parce que les idées ne sont pas appropriables, ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Tout à fait. Alors, une question, mais qui ressemble plus à une remarque, mais je pense que Nathalie, ça va l'intéresser. Difficile de négocier devant le fait t'accomplis quand même. Que mettre dans la balance côté auteur? Menacer de claquer la porte et aller se faire éditer ailleurs? Les éditeurs rigolent. Menacer d'aller au tribunal? Mauvaise base pour commencer le dialogue. Dur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Nathalie, toi, sur ces 20 années de métier et finalement, comment toi, tu as apprivoisé tout ça tout le long de ta carrière? En fait, il se trouve que petit à petit, avec l'âge et l'habitude, on s'aperçoit qu'en fait, des éditeurs, il y en a quand même pas mal. Et qu'il vaut parfois mieux, ma foi, garder son projet et aller le porter ailleurs, plutôt que de se laisser faire quand d'emblée, on ne le sent pas du tout. Et il faut arriver à garder quand même suffisamment de confiance en soi pour pouvoir continuer à exercer ce boulot-là, parce que sinon, c'est quand même un truc qui vous bouffe. Et ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Et la deuxième, c'est que finalement, les éditeurs, qui sont quand même des commerçants, auront tendance à plus respecter quelqu'un qui semble avoir une grande gueule ou qui semble avoir décidé de mettre en place des choses pour le protéger, que quelqu'un qui arrive avec la bouche en cœur et son joli projet et qui finalement ne va pas suffisamment se défendre. Hélas, il se trouve que... oui, il vaut mieux se présenter dans le rapport de force comme faisant partie du rapport de force. Ça aide énormément à négocier et finalement, ça fluidifie les rapports sur tout le long de l'album. En fait, il se trouve que on ne va pas exactement vous parler de la même façon. On va vous proposer peut-être même des conditions financières plus intéressantes ou des conditions pour le livre, des conditions d'exploitation qui seront plus intéressantes pour le bouquin. Voilà, mieux vaut être quand même... essayer d'être un petit peu sûr de soi là-dessus et se rappeler que oui, non, des éditeurs, il y en a d'autres. Et qu'en fait, si ça part mal, c'est peut-être pas la peine, en fait. Ce bouquin pourra sortir ailleurs, il pourra sortir d'une autre façon. En fait, si un bouquin est bon, si un bouquin est intéressant, il y aura toujours un éditeur pour le prendre. Faut pas croire, en fait. Tout à fait. Parfois, c'est long, mais il vaut mieux passer par là plutôt que petit à petit perdre des petits morceaux de sa confiance en soi et finalement n'avoir plus envie d'exercer ce métier-là, qui est un beau métier. Et puis je pense que c'est vraiment une question d'équilibre, comme dans tout. C'est ce que tu disais, moi je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit en début de carrière où on n'a pas encore beaucoup confiance en toi, on est au début de la construction de ces travaux de création et on est vraiment dans une phase... je dirais, d'expérimentation et à la fois c'est une qualité d'être à l'écoute des conseils. Je pense que c'est une merveilleuse qualité. Il vaut mieux, oui. Non mais voilà. Et puis il y a un moment où en fait quand même on a une vision en fait. On porte une vision, on porte une vision sur le monde. On a des projets et on peut tout à fait être à la fois à l'écoute des remarques, des modifications, mais avoir, je dirais, la force de caractère de pas se laisser écraser. Et je vais prendre un petit exemple pour qu'on termine qui est intéressant. C'est le cas, je vais vous raconter une expérience, c'était vraiment le live des confessions de Samantha sur ses expériences éditoriales, mais comme je ne suis plus présidente de la Ligue, je peux me le permettre. Voilà, d'une expérience qui m'est arrivée avec un éditeur en littérature jeunesse. Donc c'est une commande d'un roman, voilà. Et puis quand on commence à rentrer dans le vif, on me dit dans l'équipe éditoriale, écoute, en fait, on voudrait modifier des choses parce qu'au départ, on voulait viser lycée, mais finalement, commercialement, en ce moment, les ventes, là, le collège, c'est là qu'il faut aller. Donc, on voudrait vraiment que tu atténues certains aspects un peu plus difficiles sur tes personnages, psychologiquement, etc. Donc, je refuse, voilà, finalement, j'obtiens gain de cause, pas de problème. Mais que faire aussi dans ce genre de cas, je dirais, dans vraiment le travail éditorial, quand on se rend compte qu'il n'y a pas que le travail éditorial, littéraire, artistique, il y a vraiment, comme on l'a dit, des orientations commerciales qui viennent essayer de s'immiscer aussi, je dirais, dans le processus de création. Sébastien, tu as peut-être des remarques là-dessus Non, pas forcément de remarques, mais je vois bien le cas qui se présente, ouais, effectivement. Ouais, je pense que ça
finalement, c'est peut-être plus dans l'édition jeunesse que vous rencontrez ce genre de problématiques-là. Dans la bande dessinée, ça nous arrive probablement moins, encore que sur certains secteurs liés à la jeunesse aussi. Nathalie, peut-être quand même qu'on a quand même des cas qui seraient similaires. Ouais. J'ai oublié de dire, Nathalie, elle est fondatrice de la DABD. Hein. Elle la connaît beaucoup mieux que moi et elle connaît le milieu bien mieux que moi, là, du coup. Hein. Voilà, Nathalie, alors, ça te parle ce que je raconte Oui, ça me parle, ça me parle en général, en fait. Je vais d'ailleurs, pour étoffer ce sujet-là, juste un truc. Il m'est arrivé quelque chose comme ça au tout début de ma carrière, qui était intéressant, c'est que le tout premier bouquin que j'ai fait, j'étais pas scénariste, j'étais juste dessinatrice. En fait, je l'ai fait sans réaliser en fait à quelle tranche d'âge je m'adressais. Et c'est l'éditeur en fait qui me l'a dit. Qui m'a dit mais ça en fait c'est pour des enfants en fait qui vont avoir entre 6 et 8 ans et j'y avais juste pas pensé. En fait moi je faisais un album de bande dessinée, bon oui voilà, j'avais pas écrit le texte et je faisais mon album de bande dessinée, je m'amusais bien. Il avait raison, l'éditeur, en fait, effectivement c'était pour cette tranche d'âge là et c'était, enfin voilà, juste pour expliquer que parfois les éditeurs qui n'ont pas absolument tous les défauts, même s'ils en ont quand même pas mal, il leur arrive d'avoir une vision plus juste de ce que ça peut être. Par contre, heureusement qu'on ne m'a pas fait, comme toi, en fait, modifier mon bouquin alors que j'étais en train de le faire, en me disant il faut atténuer ceci, atténuer cela. Je pense que j'aurais détesté ça, en fait. En fait, pour le coup, j'aurais fait sous la contrainte, ça aurait été affreux. Ce que j'ai répondu, c'est en fait, j'ai tenu tête. C'est ce qu'on disait dans sa construction aussi. Mais on me l'aurait dit il y a 3 ans, au début de ta carrière, quand tu démarres, tu es quand même dans un positionnement plus complexe, quoi. Et mais tu sais, enfin, j'ai tenu tête en disant non, mais là vraiment, ça fait partie du projet. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Mais que se passe-t-il si je dirais la maison d'édition ne recule pas et dit bah non, finalement, on est en cours là. En plus, toi, tu as signé ton contrat, tu es en train de travailler, tu es en train d'écrire et on te dit ah non, mais là, en fait, on veut vraiment le cibler. Donc, pour être concrète, retire-moi le fait que cette adolescente ait une maladie mentale, quoi. Voilà. On veut le cibler. Si on veut le cibler, en tant qu'éditeur, on devra en tirer les conséquences. C'est un contrat de commande. Ah mais ça c'est encore un autre sujet, Sébastien, que nous connaissons bien. Mais oui, enfin moi je le dis très clairement, nous dans nos pratiques très souvent, on est dans de la commande artistique et littéraire. Enfin je veux dire, on est dans des cas où passer les premiers projets qu'on a envoyés et qui étaient vraiment où là on avait créé le projet avant parce qu'on débutait. Ensuite, quand on a des collaborations avec les maisons d'édition, même dans l'audiovisuel, enfin je veux dire, ou dans le jeu vidéo, ça on pourrait je relance sur mon live jeu vidéo, je sens du côté de l'équipe du live de la DIC qu'on me dit waouh, live jeu vidéo, il va nous falloir 20 lives pour couvrir tous les sujets. Mais c'est vrai qu'on est dans des cas de commande en fait, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein. Mais c'est lié aussi au fait que ça soit structuré en industrie, hein, que ça soit le jeu vidéo ou l'audiovisuel en général. Alors, certains secteurs de l'édition aussi, bien évidemment, c'est beaucoup plus... Mais pas tout. C'est vrai que l'édition est plus contrastée. On a vraiment la petite maison d'édition indépendante, le grand groupe... Mais dès que tu rentres dans le jeu ou l'audiovisuel, évidemment, de toute façon, on dépend des diffuseurs. Les diffuseurs qui imposent, surtout l'audiovisuel, hein, c'est eux qui vont imposer le calibrage de l'œuvre audiovisuelle au final, qui vont imposer des conditions au producteur et le producteur va devoir les répercuter sur les auteurs. Hélas, c'est comme ça. Voilà, Bon allez, une dernière question pour la route et puis après on va s'arrêter là. Bonjour, un exemple d'un contrat audiovisuel. Sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, l'éditeur libre... Alors, d'un contrat audiovisuel dans un contrat d'édition, hein, je pense. Sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, l'éditeur est libre de procéder à toute adaptation sans que ne puisse lui être reproché la forme, le format, le type, l'opportunité de l'adaptation et sans que ne puisse lui être opposé les choix de préférence et de goût personnel. Que penser de cette clause? Carole, est-ce qu'il faut une goutte de sang? Elle est bien rédigée pour un éditeur. Oui, comme dit Nathalie. Et on peut aussi donner son rein. C'est possible. C'est ça. Et les enfants. Allez. Non, mais c'est vrai que quand on voit les clauses de beaucoup de contrats types, c'est un peu la conclusion. Notre droit moral, en principe, est très protecteur, mais c'est vrai que tout le long de ce live, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même du mal à l'actionner vraiment au contentieux. Je dirais, ça arrive, hein, mais c'est un peu la phase ultime, voilà. Et après, dans nos relations, on se rend compte que c'est plutôt un vrai problème de pratique et d'aller aussi baliser les choses dans le contrat d'édition pour se faire davantage respecter
en tant que professionnel de la création, parce que c'est vrai que au-delà de cet aspect qui est sincère et qui est psychologique vis-à-vis de notre œuvre, c'est aussi un respect élémentaire de notre travail, en fait, quand on y réfléchit à ce niveau-là. En conclusion, est-ce que chacun veut terminer par une petite conclusion de nos échanges? Tu veux commencer, Sébastien? Ce droit moral, en fait, il est censé être absolu. Et moi, je fais partie d'une génération où on nous l'a appris un peu comme ça, parce qu'on a commencé à l'apprendre avec la loi de 1957, avant la codification dans le Code de propriété intellectuelle. Et c'est sa consécration dans la loi. Avant, il n'y a pas de consécration dans la loi du droit moral. Il est venu par la jurisprudence, il s'est construit petit à petit, il s'est construit comme ça. Mais même le droit révolutionnaire, il a d'abord reconnu un droit de propriété. Les droits patrimoniaux et qu'un droit de propriété. Et on a eu un peu tendance à nous enseigner dans les années 80, 90, voilà, etc. Quand, à l'époque où je faisais mes études, 90, que ce droit était un peu absolu, ce droit de la loi de 1957, et ce droit moral. Et oui, quelque part, c'était vrai. On avait aussi des jurisprudences très fortes qui allaient dans ce sens-là. Un fameux arrêt Houston, notamment, Carole, tu dois le connaître par cœur, j'imagine. L'histoire de colorisation d'un film sur l'autorisation de son auteur, alors en plus avec une dimension de droit international, mais justement, on était dans la question du droit moral. Et on est resté longtemps avec cette idée en tête que ce droit moral, il était tout puissant. En fait, c'est pas si vrai que ça, semble-t-il. Il est quand même compensé par plein de choses. Quand on préparait un tout petit peu la rencontre, Carole, vous évoquiez la nécessité de distinguer le droit moral du droit de la personnalité. Et de tout un tas d'aspects du droit de la personnalité. Et effectivement, je pense qu'on a souvent une confusion les uns les autres, et du côté des auteurs notamment, et je pense que là, je vous laisserai rebondir là-dessus, Carole. Le droit moral, on nous l'a souvent présenté aussi comme étant un droit de la personnalité. Et en fait, non. Il y a une petite dimension au droit de la personnalité. Il est effectivement attaché à une personnalité, mais pas uniquement nécessairement une personne physique. Dans le cadre d'une œuvre collective, le droit moral, il existe aussi, la jurisprudence l'a reconnu, mais au bénéfice d'une personne qui peut être morale. Une association, une entreprise, etc. Et ça pose quand même question. C'est plutôt tout à fait un droit de la personnalité, déjà, de ce point de vue-là. En plus, il subsiste en partie à la mort de la personne, ce qui n'est pas tout à fait la définition d'un droit ou la condition habituelle d'un droit de la personnalité. Il y a plein de questions comme ça. Et en plus, ce n'est pas le droit non plus de faire respecter sa réputation, son intimité, etc., etc. Et là, je pense que Carole sera beaucoup plus précise que moi sur cette question. Voilà, là, je resterai sur ce point-là. Oui, effectivement, c'était un point qu'on a évoqué parce qu'il me paraissait important puisque effectivement, souvent, il y a une confusion entre droit moral et droit de la personnalité. Et effectivement, le droit moral, c'est la personnalité de l'auteur dans son œuvre. Donc, il y a quand même toujours un lien avec l'œuvre. Et on ne va pas pouvoir invoquer le droit moral parce que l'éditeur a eu un comportement méprisant, a porté atteinte à la réputation. Là, on sort du droit d'auteur. Voilà, pourquoi pas? Il y a peut-être une atteinte à la personnalité ou il y a eu une faute, on va dire, voilà, mais on n'est plus sur du droit d'auteur. Donc effectivement, c'est une nuance qui est importante à comprendre. Et quand l'éditeur a eu un comportement comme ça méprisant, qui a pas été, qui a eu un comportement méprisant, on va pas pouvoir aller se faire justice en invoquant le droit moral sur ce terrain-là. Ça, c'est important à avoir en tête. C'est vrai que ce qu'il faut distinguer aussi, c'est que tout ça, ça couvre pas vraiment les conditions d'exercice de notre travail, en fait, tout simplement. Complètement. C'est vraiment une fois que l'œuvre est achevée, ce qui est déjà particulier, je veux dire, dans notre écosystème, on a toute une phase où on est en train de créer qui devrait être protégé aussi, en fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce que tu dis, Carole, c'est le droit de la personne dans l'œuvre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas nous, le corps, là, physique, individu en activité. C'est ça qui est très différent. Et c'est là que le bas blesse, je dirais, pour terminer de raconter ma vie, c'était vraiment le live, j'ai une inflammation au poignet gauche, mais c'est très intéressant parce que je me pose des questions, c'est-à-dire ça va sûrement bien guérir, mais comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, si je commence à avoir un problème physique, même allez, imaginons une semaine, et que j'ai quand même des rendus, des choses, etc., concrètement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on en revient toujours à chacun de nos lives, c'est intéressant, on revient toujours sur la question
du corps en fait. C'est-à-dire, d'accord, il y a l'œuvre, mais physiquement, les personnes qui sont derrière quand elles sont en activité, qu'est-ce qui se passe pour elles? Nathalie, j'ai envie de te laisser la conclusion de tout ça. Voilà, qu'est-ce que t'as inspiré ces échanges tout le long de notre soirée? C'était super intéressant, puis ça éclaire un petit peu l'étendue et les limites du droit moral, parce que moi aussi, je dois avouer que parfois, je ne sais pas exactement où est-ce que tout ça se place. Ce que je sais, c'est qu'en fait, en tant qu'auteur, et ça c'est important quand on est un jeune auteur, en fait, je ne vais pas dire on ne naît pas auteur, on le devient, mais il faut apprendre à se construire aussi, à se rappeler qu'on est un adulte en face d'un adulte, que l'éditeur n'est pas forcément votre ami et que vous êtes là dans l'intérêt de votre œuvre et dans l'intérêt de votre carrière. Et puis voilà, puis avancer et défendre ses droits quand c'est nécessaire. Mais toujours se rappeler qu'on est un adulte et qu'on ne doit pas se laisser infantiliser et qu'on doit se souvenir que la vision qu'on a eue de notre œuvre, c'est quand même la vision première de cette œuvre, c'est quand même ce qui la fonde en fait, c'est ce qui en fait le charme, l'intérêt, c'est même ce qui en fait ce qui va se vendre en fait. Et toujours se souvenir de ça en fait. Donc négocier, discuter, accepter les conseils, parce que ça peut être super intéressant d'avoir des conseils de gens qui sont dans l'édition depuis parfois plus longtemps que vous, mais toujours se souvenir que c'est quand même votre boulot. Et voilà, ça c'est super important. Voilà. Merci Nathalie, je crois que c'était un beau mot de la fin. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Carole? J'aurais voulu, oui, juste ajouter en disant effectivement adulte et puis effectivement professionnel, quoi. C'est que on est professionnel, c'est une profession, c'est un métier et c'est tout ça aussi qu'il faut, je pense, avoir effectivement en tête pour préserver au mieux ses intérêts. Et c'est pour ça qu'on va continuer à se battre. Je me rends compte que c'est la première fois que j'ai fait un live depuis ma démission, donc j'en profite pour ceux qui nous écoutent pour vous remercier chaleureusement vraiment de tout le soutien apporté à la Ligue des auteurs professionnels, qui est désormais un syndicat, c'est officiel. Ces web émissions, ces cycles d'information et interactifs ont vraiment pour but de vous donner des outils pour mieux comprendre l'écosystème dans lequel vous naviguez, et l'information est la clé. Écoutez, on sera ravis de se retrouver pour de prochains lives. Je continuerai ces animations. Et voilà, merci à tous nos intervenants pour vraiment ces témoignages et ces discussions de grande qualité. Et on va retourner à nos enfants pour ceux qui en ont, qui vont essayer de ne pas se laisser déborder sur les côtés, et puis à notre travail. Bonne soirée à toutes et tous. Merci à vous.